y a en fait beaucoup de raisons. Euh, D'une part, le revenu de base, en général, il arrive comme une revendication qui est déconnectée de la réalité. C'est quelque chose qui semble souhaitable, mais on ne voit pas bien pourquoi il devrait s'imposer, quoi. Moi, j'essaye de partir des transformations du travail actuel et qui font, par exemple, il y avait Jacques Robin qui insistait beaucoup sur le fait qu'on passait de l'ère de l'énergie à l'ère de l'information. Alors, l'ère de l'énergie, c'est une ère qui est dans la physique et où les choses sont proportionnelles. Et vous allez bosser 2 fois plus, vous allez faire 2 fois plus d'un produit. Quand on est à l'ère de l'information, les choses deviennent beaucoup plus aléatoires et elles ne sont plus linéaires. Donc comme elles sont plus linéaires, il est beaucoup plus difficile que dans l'économie industrielle d'avoir une carrière, d'avoir un salaire constant. On voit au contraire beaucoup des jeunes qui commencent avec des salaires très élevés qui après vont avoir des salaires qui baissent par exemple. Donc moi l'idée de revenu garanti c'est de dire on est dans un contexte euh, qui est beaucoup plus mouvant, beaucoup plus aléatoire et qui a besoin de lisser les revenus. Et donc, ça n'est pas à l'origine la même chose que le revenu de base. Et le revenu de base, lui, ce que je lui reproche, c'est d'être surtout trop faible, quoi. C'est une idée qui est en fait plutôt libérale parce que c'est une idée de revenu de substitution de toutes les aides et qui fait que, comme on veut que ça soit complètement universel, le, le fait de payer ça fait que ça oblige à avoir des montants trop faibles pour que ça soit vraiment viable. Alors que pour moi, c'est un revenu qui est lié vraiment au travail. Ça n'a rien à voir avec une fin du travail. Ça, c'est donc un revenu que je dis productif. Moi. C'est un revenu pour travailler et ce n'est pas forcément le même revenu pour tout le monde. Et il n'a pas besoin d'être complètement universel. Il y a Alain Caillé qui avait forgé le concept d'inconditionnalité faible. C'est-à-dire qu'il faut garder l'idée d'inconditionnalité parce que à l'ère de l'information, euh, le travail qu'on fait ne se réduit pas à la partie d'exécution. On peut appeler ça un travail virtuose. Et le virtuose du violon, par exemple, son travail, ça ne consiste pas uniquement à se produire en concert pour jouer de la musique. Il y a tout un travail derrière. Et tout ça, on ne peut pas le vérifier. Donc, on ne peut pas imposer aux gens de prouver qu'ils travaillent. Donc, il faut que tout le monde ait un revenu, et au moins un revenu minimum. Donc là, on peut introduire un revenu de base pour tout le monde. Mais c'est pas ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir des projets qu'on développe soi-même euh, de manière autonome et d'avoir une garantie de son revenu pour mener ce projet, euh, des préparatifs jusqu'à l'exécution et après pour un autre projet, etc. Peut-être sur le fait, je t'invite à répondre sur le fait que toi, tu es pour un revenu de base suffisant. Donc en fait, on ne parle pas là de revenu de base à faible montant. Et que Oui, mais enfin, le but c'est bien d'avoir un revenu pour travail. Donc c'est aussi quelque part un revenu, revenu productif. Enfin, je sais pas, Alors dans ce que j'entends dans ta définition du revenu garanti, qui reste lié à la société de production, et donc au fait que c'est un revenu pour produire quelque chose, qui pourra ou pas ensuite être échangé en monnaie sur un marché. Moi je suis pour un revenu garanti pour le coup, exactement comme le tien, mais pour moi c'est pas tout à fait la même chose que le revenu de base du coup. Parce que pour moi le revenu de base c'est justement un nouveau droit. Pour moi c'est un nouveau droit, un droit vraiment nouveau qui n'existe pas encore aujourd'hui, qui est celui d'avoir un revenu parce qu'on existe et non pas pour exister. C'est-à-dire l'idée de dire si on veut valoriser l'activité non marchande,
et permettre aux gens de choisir une activité et non pas un travail ou un emploi, il faut que précède un revenu qui leur permet ensuite de choisir une activité, non pas parce qu'elle va leur ramener un revenu, mais parce que justement ils auront un revenu, ils pourront choisir une activité qui n'aura plus rien à voir avec le secteur marchand. Alors encore une fois, on ne sera pas obligé de ne travailler que dans le secteur non marchand parce qu'on aura un revenu de base. L'objectif, c'est de dire, je pourrais choisir mon activité, soit dans le secteur non marchand, soit dans le secteur marchand, soit un mix entre les deux. Et le revenu de base, en fait, il vient dire quoi? Il vient dire que maintenant, alors que jusqu'à présent, le travail marchand permettait de remplir ses fonctions de cohésion sociale, il était capable d'accueillir la quasi-totalité des gens dans l'emploi. Aujourd'hui, on sait qu'à travers toutes les limites écologiques, à travers les limites liées ne serait-ce que à la productivité, on ne pourra plus occuper dans le secteur marchand toutes les personnes, alors qu'il y a des tas d'activités qui aujourd'hui ne pourront jamais rentrer dans le champ économique, des activités d'aide à la personne, des activités culturelles, des activités écologiques. Il y a des tonnes d'activités, il y a des tas de travaux qui pourraient être mis en place, qui ne peuvent pas mettre en place aujourd'hui parce qu'on ne sait pas comment les valoriser. Alors que là, l'idée, c'est de dire, ben voilà, un revenu de base va venir déconnecter la notion d'activité marchande de la notion de revenu. Et avec ce revenu de base, on va pouvoir ensuite exercer l'activité qui nous correspond, sans se préoccuper du revenu de base, de ce que ça me rapportera en revenu. Avec un revenu de base suffisant. Oui, alors voilà, maintenant je vais intervenir sur la partie maintenant du montant. Alors ensuite, il y a ce problème de montant qui pose un vrai problème. Alors ça, pour moi, c'est qu'une stratégie politique, en tout cas pour moi. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire rentrer dans la Constitution, en tout cas c'est un petit peu le choix stratégique que moi j'ai fait. L'idée, c'est de faire rentrer dans la Constitution le droit à un revenu indépendamment d'une activité marchande. De là, il nous faut réunir 66% du corps électoral. Parce que si on ne réunit pas 66% du corps électoral, on n'y arrivera pas. Donc si pour nous, ce nouveau droit est consubstantiel de la civilisation qui vient, l'important, c'est ce droit. C'est pas tant le montant encore. Il faut d'abord que ce droit existe pour le faire avancer. Un petit peu comme on a fait avec les congés payés et les 45 heures. On a démarré avec 15 jours de congés payés et puis, je ne sais plus combien c'était, 45 heures. Et ensuite, on a fait évoluer ce droit. Pareil pour les enfants, pour le temps de travail, etc. Il faut bien que ce droit existe avant de le faire grandir. Et nous, enfin en tout cas moi, je dis que si aujourd'hui on place le revenu de base au-delà du seuil qui demande une augmentation d'impôts, ou alors en dessous du seuil qui entraîne une diminution d'allocation, on va perdre l'un des deux côtés de la République. Donc notre idée, c'est de dire, ben voilà, on va le mettre à un niveau qui permet de dire, on va l'instaurer sans augmentation d'impôts, ni diminution d'allocation. On décide à partir de demain matin qu'il y a ce nouveau droit constitutionnel qui donne un revenu à tous les gens. Donc aujourd'hui, il est à peu près de 450 € pour les adultes et 225 € pour les enfants. Et ensuite, l'étape suivante, immédiatement, une fois que constitutionnellement c'est voté, on se bat pour arriver à un revenu d'autonomie, moi ce que j'appelle le revenu d'autonomie, c'est-à-dire un revenu qui permette de dire non à une activité marchande. Parce que pour moi, un revenu de base à 450 €, c'est insuffisant pour changer de civilisation. Il faut absolument qu'une personne puisse dire non à une activité marchande. Le seuil, il est là. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le combat qui vient de suite après. Par contre, si on met immédiatement, comme par exemple mon ami Baptiste Mailondo, que tu dois connaître. Par exemple, Baptiste, lui, il est pour mettre le revenu de base, il l'appelle d'ailleurs revenu inconditionnel. Ouais. Il veut mettre le revenu inconditionnel au niveau du seuil de pauvreté, par exemple. Si tu mets le revenu forcément à ce niveau-là, ça veut dire une augmentation de la CSG importante, ça veut dire que tu perds un gros tiers de l'électorat. Donc en fait, la question, encore une fois, là on est très pragmatique ou stratégique si tu veux, c'est est-ce qu'on veut vraiment que ça devienne une loi ou est-ce qu'il faudra attendre qu'il y ait une véritable révolution, pour le coup, mais pas par les urnes. Donc voilà, après la question du montant, pour moi, c'est une question plus de stratégie. Et on peut se tromper là-dessus. En même temps, si c'est voté, ça, moi, je suis plutôt content si on veut, mais je crois que quand même les effets pervers sont importants et n'apportent pas la réponse qu'il faut. Moi, je parle. Est-ce que tu peux détailler ces effets pervers? L'effet pervers, c'est que si on ne gagne que 450 €, c'est comme le RSA à peu près, on est obligé de faire des petits boulots à côté, ça fait baisser les salaires, donc c'est pas une très bonne chose. Ça favorise les petits jobs, c'est-à-dire les boulots de merde, on peut dire.
Et donc, c'est pas du tout... Mais en quoi ça le ferait plus, aujourd'hui qu'hier? Parce qu'en fait, finalement, on change pas on Non, change rien là. enfin, si, un peu plus, parce que comme c'est... Oui, enfin, pas beaucoup plus. Mais en tout cas, ça ne règle pas le problème. Que ça ne règle pas, je suis d'accord avec Voilà. toi. Ça, c'est clair. Mais ça sera pas... Je ne suis pas un opposant. Mmh. Bon, je trouve que c'est pas la bonne. Surtout, je pense qu'il ne faut pas raisonner uniquement revenu. C'est ce que font les gens. Ça se comprend. Hein, c'est beaucoup plus compliqué si on veut courir plusieurs lièvres à la fois. Mais voilà, moi je pense système de production. Et donc moi je ne m'intéresse pas que au revenu. Je m'intéresse à la façon dont ce revenu va permettre aux gens de produire mieux, de façon plus intéressante pour eux, développer. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que ça ne peut pas se comprendre sans une structure qui, euh, qui le favorise. Parce que c'est pareil, on trouve dans les gens qui sont pour le revenu garanti, il y a des gens qui sont autonomes depuis qu'ils sont tout petits, qui arrivent à se débrouiller, à faire n'importe quoi, et qui ne veulent surtout pas d'institutions en se disant qu'on va les obliger à aller dans ces institutions. Eux, ils sont très bien tout seuls. Seulement ces gens-là, ils sont un tout petit pourcentage de la population. Et moi, je pense qu'on n'est pas tellement autonome. C'est-à-dire que là, la vulgate actuelle, c'est que chacun doit être une entreprise, il doit avoir un savoir-faire, le faire savoir, savoir se vendre, tout. Je pense que ça, c'est absurde. Moi, j'ai créé une entreprise, mais je ne l'aurais pas créée tout seul. J'aurais été incapable de la créer tout seul. Euh, Moi, j'estime que je ne suis pas autonome, que j'ai besoin d'institutions pour faire ce que j'ai envie de faire. Et parce qu'on en a besoin pour coopérer avec les gens, etc. Et puis qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Bon. On se concentre sur une partie qui nous intéresse, où on est meilleur, et plutôt que de faire tout le reste. Donc, le fait d'inclure, moi, le revenu dans une structure avec des monnaies locales et avec une structure locale qui permet aux gens de coopérer ensemble et de développer des échanges locaux, ça change complètement de sens et ça n'est plus une charge. Donc, c'est plus du tout comme le RSA. En plus, ça laisse la possibilité, même si c'est pas ce que je préfère, mais moi j'y crois pas hein, qu'on va arriver à 66% des voix. Si là on verra en Suisse comment ils font, mais si on était à deux doigts de cette proposition, ma position serait peut-être différente. Mais là, tel que je propose, moi, la structure, ça permettrait par exemple de donner un revenu garanti à ceux qui sont dans la coopérative municipale. Donc c'est plus simple, mais ça n'a rien à voir avec un revenu de base. Mais c'est quelque chose que je veux généraliser, moi. Moi, je voudrais le généraliser. Mais entre ce que moi je veux et les possibilités effectives, voilà. Moi, j'essaie de m'appuyer sur des contraintes matérielles et sur des vraies solutions, alors que ceux qui défendent le revenu de base, ils défendent une idée universelle, simplifiée, bon, qui a un droit à l'existence. Moi j'ai écrit un texte qui s'appelle « Droit à l'existence », je suis pour, mais on pouvait être pour le droit à l'existence aussi en 1789, ou bien même le distributisme du bois, tout ça, ça a déjà existé. Et il me semble que la situation est très différente maintenant. Les arguments sont très différents. Non pas parce qu'il y a une fin du travail, comme les gens ils disent. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une fin du travail, parce que le travail, pour moi, c'est la lutte contre l'entropie. Et là, il y a toujours du boulot. Bon. Ce qui manque, c'est l'argent pour payer le travail, enfin, par exemple. Là, on voit bien, là, s'il y a du chômage, ça n'a rien à voir avec la désindustrialisation. Il y a du chômage parce qu'on est dans un système de rigueur budgétaire qui fait que le chômage monte. C'est pour ça qu'en Grèce, il y a beaucoup plus de chômage que chez nous ou en Espagne. Ah, C'est pas, les raisons qu'on donne du chômage sont fausses. Dans les périodes où ça va mieux, il n'y a plus de chômage. Au moment de Dubois, qui avait un journal qui s'appelait La Grande Relève par la machine. Il disait que le travail avait disparu à cause des machines. On a eu les 30 Glorieuses après, où il y avait très peu de chômage. Donc c'est absurde, ça. C'est comme les agriculteurs, ils étaient 95%, ils sont plus que 3%. Ça n'a rien à voir avec le chômage. Dans ce que tu dis, on a l'impression que, du coup, alors ça pour moi c'est quelque chose de neuf,
j'ai l'impression que tu penses, donc tu places la centralité, tu places le travail, alors moi je vais dire l'emploi même, parce que du coup le travail est rémunéré, donc tu places encore l'emploi comme centralité de la société qui vient. Alors moi je crois encore plus central qu'avant. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que je crois que là on supprime la barrière entre le privé, entre la vie privée et le travail. Parce que ça devient un travail plus passion, qui fait intervenir plus la personnalité de la personne, qui fait intervenir plus ses savoirs spécifiques, qu'il met en cause plus. Voilà. Donc pour moi, contrairement aux gens qui croient que c'est la fin du travail et qu'on va faire je ne sais pas quoi, des loisirs qui me semblent moi débiles, il me semble que quand on a un travail qui plaît, c'est beaucoup plus intéressant qu'un loisir. Alors c'est pas de ça, enfin en tout cas c'est pas ça qu'on remet en cause. Ce qu'on remet en cause aujourd'hui, c'est que enfin, il n'est pas question de dire demain on ne travaille plus. Moi je suis entrepreneur depuis presque 25 ans, à la fois dans l'économie marchande et à la fois dans l'économie sociale et solidaire. Je pense que le travail rémunéré en euros, choisi par la personne, c'est quelque chose qui me convient. Mais il y a de plus en plus de personnes, et j'en rencontre de plus en plus. En plus, j'ai fait une étude pour le Conseil général du Tarn-et-Garonne, j'ai suivi 100 RMistes pendant presque 10 ans. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour un travail marchand, pour un travail rémunéré. Et ces personnes-là, elles seraient beaucoup mieux, avec un revenu de base inconditionnel, à exercer une activité non marchande, que ce soit une activité artistique, culturelle, écologique, sociale, pourquoi pas politique même, un engagement dans la cité, plutôt que d'aller enfiler des boulons pour avoir un revenu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le travail rémunéré en monnaie devrait revenir à la périphérie, et au centre, on devrait avoir des activités choisies. Activités qui pourraient être des activités soit de loisirs comme tu disais tout à l'heure, mais aussi des activités de type travail, mais pas forcément dont l'objectif est de vendre sur un marché une production en monnaie. Oui, mais alors le problème. Bon, moi je pense l'activité artistique comme un travail. Faire de la musique, c'est un travail. On peut même dire maintenant que les gens qui jouent à l'ordinateur, qui font un travail. Ne serait-ce que parce qu'ils peuvent gagner de l'argent avec, ou qu'ils peuvent vendre leurs compétences. On n'a plus la séparation qu'on avait avant entre le moment de la vie où, soi-disant, on se faisait plaisir et où c'est le moment de la vie autonome, et le moment hétéronome où on faisait ce qu'on nous disait de faire et on souffrait. Bon. Non, donc mais la notion du travail que j'ai n'est pas une notion qui correspond au salariat, par exemple. Ça n'a rien à voir avec l'emploi salarié. Oui, mais pourquoi dans ces cas-là laisser cette idée que forcément il faille ensuite produire pour vendre en monnaie sur un marché? Alors moi je pense qu'il faut avoir un retour sur ce qu'on fait. Il faut que ces compétences soient reconnues par une valorisation sociale, sinon ça s'épuise. Mais on ne pourrait pas avoir une reconnaissance sociale qui soit autre chose que de la monnaie? Il y a des tas de gens qui font des activités qui sont reconnues par leurs voisins, par leurs amis, par les gens avec qui ils sont en relation. Ils n'ont pas besoin d'échanger la monnaie entre eux. Quand ça se passe comme ça, c'est très bien. Mais enfin, en général, quand même, ça se traduit à un moment ou à un autre par de la monnaie. Mais c'est pas, le but n'est pas que ça soit payé en monnaie. Si ça peut ne pas être payé en monnaie, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est être reconnu. C'est-à-dire que celui qui joue de la musique et que ça intéresse personne, ce qui joue de la musique, il va arrêter. Moi, j'ai vu... je dis ça parce que il y avait j'avais vu un ancien syndicaliste CGT qui était dans son entreprise, très actif, machin, qui prend sa retraite, content de prendre sa retraite parce que c'est une conquête sociale et qu'on profite pour faire des tableaux. Et puis personne ne s'intéresse à ces tableaux. Et le gars, il attrape un cancer, et le gars, et puis voilà. Et donc il n'a même pas profité de sa retraite et tout. Donc c'est pas si simple, quoi. C'est pas. Il faut être avec les autres dans la vie, il faut avoir un retour. Si ce retour, si on a assez d'argent par ailleurs pour vivre et que ce retour, ce soit que les gens ils vous aiment bien. Oui, c'est ça, laisser l'option de choix. Laisser l'option de choix. Ce que je trouve dommageable dans notre société, et là aussi je l'ai vécu en tant que chef d'entreprise, que l'on soit
obligé, si tu veux, à chaque fois d'exprimer cette distinction sociale, premier article des droits de l'homme, hein, les hommes naissent libres et égaux en droit, les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Pourquoi aujourd'hui la seule distinction sociale, ce serait la monnaie ? Et une personne, tu parlais de musicien, un musicien, il peut être content d'avoir 1000 personnes et à la limite, il s'en fout de savoir s'ils ont payé ou pas. La question encore aujourd'hui, c'est pourquoi on devrait absolument à un moment donné transformer cette distinction sociale en monnaie. Il y a une espèce de dictature de la monnaie aujourd'hui, monnaie qui est forcément une dette, qui ne mesure en plus que des choses qui sont mesurables, économiquement mesurables, et qui va à l'encontre de tas comment dirais-je, d'activités, de production qui ne seront jamais mesurables en monnaie. Parce que comment peut-on mesurer l'affection que peut avoir une assistante de famille pour la personne avec laquelle elle se trouve? Comment on peut mesurer le travail que va faire une personne en aidant, je sais pas, dans la vie scolaire, une personne qui a des difficultés? Encore une fois, il y a une espèce de centralité de la monnaie en tant que distinction sociale de tout et de n'importe quoi, qui aujourd'hui, à mon avis, est liée au fait que tout passe par des revenus liés à la vente d'une production marchande sur un marché. Et c'est là où je trouve que là, il y a un changement de paradigme à trouver. Moi, j'ai eu aussi une formation psychanalytique. Et donc, la problématique dans la psychanalyse du paiement, elle est importante. Parce qu'on parle beaucoup d'économie du don. Mais on devrait parler d'économie de la dette. Parce que ça n'existe pas un don qui n'a pas de dette en retour. Mauss, il parlait des circuits du don. Bon, mais il aurait pu parler de circuit de la dette. C'est-à-dire que le fait de vouloir opposer le don au marchand est quelque chose qui me semble moi très pervers. Alors, si je peux me permettre, là-dessus, il y a peut-être un concept à ajouter à cette notion de don. Moi, je dirais plutôt la non-réciprocité. C'est-à-dire que l'exigence, c'est-à-dire le problème, c'est pas tant la réciprocité. Le problème, c'est l'exigence de réciprocité. C'est-à-dire, pourquoi je devrais absolument te donner en monnaie la contrepartie de ce que tu m'as donné. C'est plutôt ça. C'est-à-dire, soit on est dans une société d'exigence de réciprocité, et alors tout le monde doit être doté de monnaie parce qu'il y a exigence de réciprocité dans l'échange, ou alors justement, il n'y a pas exigence de réciprocité, et alors quelque chose fait que je serai remboursé d'une autre façon, mais pas forcément par celui avec lequel je suis en relation. Le circuit du don, et effectivement, on n'a pas le droit même dans le circuit du don de rembourser tout de suite, parce que la dette est un lien. Et de vouloir effacer ce lien est considéré comme une insulte. Tu m'as donné, je te rembourse tout de suite, on n'a plus rien à faire. Mais il ne faut pas absolutiser ces choses. Je crois que dans le concret, le don pose plus de problèmes que le paiement. Mais enfin, il faut les deux. Enfin, il faut qu'il y ait des choses qui restent gratuites et des choses qui restent payées. Mais moi, par exemple, la coopérative municipale, je la vois comme une structure qui essaye de valoriser les compétences des gens. Donc, si les gens ils sont contents avec leurs compétences et qu'ils sont contents de ce qu'ils font dans leur coin, il n'y a rien à faire. Mais quand même, ceux qui ne sont pas dans la coopérative municipale et qui sont en capacité d'être autonomes, sans la coopérative municipale, de ce que tu as dit tout à l'heure, eux, ils ne touchent pas le revenu garanti. Moi, je suis pour qu'ils touchent un revenu garanti. Je dis simplement qu'on peut se servir du fait qu'il n'y a pas le revenu tout seul, mais que c'est pris qu'il y a 3 dispositifs. Ça permet pour l'expérimenter, de le réduire. Mais moi, je suis pour que ça soit universel. Mais j'ai pas compris, alors excusez-moi. Entre le fait que je suis pour le fait que ce soit universel et le fait que ça arrive demain matin, il y a une. Oui, pour toi, le revenu garanti qui passerait par les coopératives municipales, ce serait une première étape dans l'extension d'un revenu pour tous. Voilà. Qui a le gros inconvénient que je reconnais, que ça semble obliger les gens à travailler, alors que je ne veux pas, moi, obliger les gens à travailler, puisqu'il n'y a pas de travail libre s'il est forcé. Bon, donc, moi, je reconnais qu'il y a un inconvénient. Dans toutes les positions, il y a un inconvénient. Moi, l'inconvénient que je reconnais à ma position me semble moindre que l'autre inconvénient et pouvoir déboucher plus vite sur une véritable réorganisation de la façon dont ça fonctionne. Mais enfin, j'en suis pas si persuadé que ça. Moi, je dis souvent, je donne mes arguments.
mais moi je fais pas de propagande partout en disant c'est moi qui ai raison et faites comme je dis. Alors c'est surtout pas là-dedans que moi j'ai envie de rentrer aussi, c'est plutôt l'échange d'arguments et de voir justement qu'est-ce qui est le plus porteur. Mais prenons par exemple le cas, là, j'ai fait le Tour de France en vélo électrique, j'ai rencontré pas mal de gens dans les collectivités, dans des collectifs, pardon, et je me souviens d'une discussion extraordinaire avec un agriculteur bio qui était passé au tractage animal, parce qu'il trouvait ça mieux, tout ça, et il bossait 80 heures par semaine pour, je sais plus, 900 € ou 1000 €. Et ça, c'est vraiment un cas concret dans lequel le revenu de base va immédiatement changer la vie de cette personne. Parce que s'il avait un revenu de base inconditionnel de 450 € minimum, déjà, de fait, il aurait réduit la pénibilité de son boulot. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'intéressant dans la notion de revenu de base, c'est qu'à un moment donné, ça permet de faire un pas de plus vers une activité qui ne soit pas forcément rentable. Oui, mais là, on ne fait qu'abaisser le seuil de rentabilité. Mais il y aura toujours des gens qui seront moins doués et qui seront toujours à la limite. Hein. C'est pour ça qu'après, il faut aller vers le revenu suffisant. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le revenu d'autonomie qui ne permet pas de dire non à une activité marchande, pour moi, tant qu'il ne sera pas permettra ça, il sera potentiellement presque dangereux, entre guillemets. Hein. Mais là où ça me paraît intéressant, c'est surtout, c'est avec ça que je voulais vraiment discuter avec toi, c'est cette déconnexion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, accepter l'idée qu'un revenu nouveau apparaisse, qui serait un revenu qui serait versé, alors je ne sais pas comment on dit, en amont, si tu veux, de la redistribution. Aujourd'hui, on a les revenus primaires, et sur ces revenus primaires, on prélève et on redistribue. Là, l'idée du revenu de base, c'est de dire, on crée un nouveau revenu qui vient à la source, en fait. C'est-à-dire qui n'est pas lié. Alors, bien sûr, il est garanti par la production, sinon c'est des feuilles de papier. C'est ça le problème. C'est que moi, je pense système, donc je pense circuit. Et donc, vouloir déconnecter le revenu de la production est en soi une aberration. Pas de la production, de la participation individuelle de ses membres à la production. C'est vachement différent. Oui, enfin quand même. Mais ceci dit, on a déjà une déconnexion. Le RSA ou les RMI avant, et non, parce que le RSA, quand même déconnecté. Et oui, mais le RSA, son objectif, c'est quand même de faire travailler les gens. Moi, je l'ai vu dans le passage du RMI au RSA. Oui, enfin, c'est une une horreur. Il y en a beaucoup qui ne travaillent pas quand même. Oui, mais... Donc c'est quand même déconnecté. Ils voudraient que ce ne soit pas déconnecté. De même que dans le RMI, le I, il n'a jamais existé. Rien, mais enfin, c'est un fait qu'il y a déjà beaucoup de prestations déconnectées. Ou pour les handicapés, n'importe quoi. Enfin, déjà... Je voulais noter, c'est drôle que tu sois très précis sur les notions de travail choisi, travail subi ou travail forcé, et que là, à l'instant, tu dis, mais ces gens-là, ils ne travaillent pas. En fait, voilà, par exemple, moi, en ce moment, je suis au RSA, et je travaille, tu vois, mais je ne travaille pas pour de l'argent, mais je travaille. Donc, mais ça, c'est une nuance qui est tout à fait entendue ici, mais tu viens de dire quand même, ces gens-là, ils ne travaillent pas. Sous-entendu, ils ne travaillent pas de manière rémunérée. Alors, est-ce que c'est un problème de toucher un revenu et de travailler sans dégager des revenus en échange par une production qui est vendue sur le marché? Est-ce que c'est ça le problème? Non, mais enfin, déjà, moi j'ai été au RMI. J'ai pas été au RSA, je crois. J'étais pas dans le circuit. Mais j'ai été au RMI et j'ai vu beaucoup de RMistes. Et il y en a beaucoup qui ne font rien parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire. Enfin, bon. Et puis il y en a qui ont une passion et il y en a qui font quelque chose qu'on peut appeler ça un travail. Voilà, faut pas avoir une. Moi, j'ai pas une approche complètement globale, universelle. Ça dépend un petit peu des gens. Mais il est un fait qu'en tout cas, par rapport à ceux qui ont fait le RMI ou le RSA et qui voulaient que ça débouche sur un travail qui soit salarié, on peut dire, parce qu'ils ne connaissent pas tellement le travail autonome. Le travail autonome des pauvres, c'est quelque chose de très récent qui date de l'auto-entrepreneur. Avant, on empêchait les pauvres d'avoir un travail autonome. Parce qu'il y avait, dès qu'on s'inscrivait pour faire un boulot en libéral, il y avait une telle masse de charges qu'il n'y a que ceux qui étaient avocats, médecins, tout ça, qui pouvaient les payer. Donc avant, on empêchait les gens de faire ce genre de boulot. Les pauvres sont faits pour être salariés, domestiques, enfin, tout ce qu'on veut, mais pas autonomes. Oui, je ne sais plus. Voilà. Oui. Alors du coup, c'est intéressant, je vous propose de revenir sur cette notion d'oisiveté. Parce que là, il y a quelque chose
de l'ordre de la confiance qu'on a entre nous en société. Est-ce que c'est un problème qu'il y ait des gens qui ne fassent rien? Est-ce que c'est pas leur problème quelque part? Est-ce que si on voit ça d'un point de vue de l'émancipation individuelle, quelqu'un qui toucherait un revenu inconditionnel et qui ne ferait rien au sens où il ferait rien de sa vie, est-ce que c'est un problème pour la société ou est-ce que c'est pas plutôt un problème pour lui? Est-ce que ça pose un vrai problème au niveau du système de production qu'il y ait des gens qui fassent rien entre guillemets? Et je voudrais juste vous lire un petit passage de l'éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell. Dans un monde où personne n'est contraint de travailler plus de 4 heures par jour, tous ceux qu'anime la curiosité scientifique pourront lui donner libre cours, tous les peintres pourront peindre sans pour autant vivre dans la misère en dépit de leur talent. Les jeunes auteurs ne seront pas obligés de se faire de la réclame en écrivant des livres alimentaires à sensation en vue d'acquérir l'indépendance financière que nécessitent les œuvres monumentales qu'ils auront perdu le goût et la capacité de créer quand ils seront enfin libres de s'y consacrer. Surtout, le bonheur et la joie de vivre prendront la place de la fatigue nerveuse, de la lassitude et de la dyspepsie. Il y aura assez de travail à accomplir pour rendre le loisir délicieux, mais pas assez pour conduire à l'épuisement. Comme les gens ne seront pas trop fatigués dans leur temps libre, ils ne réclameront pas pour seuls amusements ceux qui sont passifs et insipides. Est-ce qu'il n'y a pas cet enjeu aussi de promouvoir quelque part la non-activité pour mieux se construire personnellement aussi dans... Il y a les moines qui ont fait ça toujours, hein. Quoique il y avait des moines qui travaillaient. Il y avait orare, laborare, et il y a même qui devaient travailler, qui devaient souffrir, parce que sinon ce n'était pas du travail. Mais enfin, il y a quand même aussi des moines contemplatifs et qui n'étaient pas là-dedans. Donc moi, je ne place pas ça au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs, il y a toujours eu des gens, machin. Et il y a des gens qui utilisent très bien l'oisiveté pour se cultiver, etc. Moi, je crois quand même qu'on a appris du fait d'avoir, moi-même par exemple, hein, qu'on a appris du fait d'avoir un chômage bien indemnisé pendant un certain temps. On a appris que l'oisiveté pèse à la plupart des gens qui sont chômeurs et bien rémunérés. Et donc c'est un fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est aucun problème. Et moi je suis pour que ces gens pour qui c'est aucun problème, ça reste aucun problème. Mais au niveau de la masse, on se rend compte que c'est pas si simple, quoi. Peut-être parce que de l'autre côté, en contraste, il y a aussi une dépendance qui a été construite historiquement, une dépendance à l'emploi. Ah, moi je crois pas à tout ça, tous ces trucs où on est manipulé, où on est sous la propagande, où les choses sont comme si parce qu'on nous a bourré le mou. Non, mais avec la société de consommation. Non, moi je crois, je suis très matérialiste. Moi je crois qu'il y a des processus, qu'il y a des productions très matérielles et que y compris l'immatériel, c'est quelque chose qui est très matériel. Et moi, alors, ma position, elle tient beaucoup à mon expérience dans l'informatique. Parce que je trouve que le travail dans l'informatique est très différent du travail, en tout cas dans l'industrie. Ça se rapproche plus du travail artistique, par exemple. Et ça n'est pas vrai ce que dit Russell, ce que dit déjà Marx, qu'on va être agriculteur le matin et puis poète l'après-midi. Non, quand on est poète, on est complètement pris par son truc et on y est 24 heures sur 24. Quand on joue de la musique, on est complètement dans son truc et on n'arrête pas au bout de 4 heures. Et quand on fait de l'informatique, qu'on programme, qu'on a des bugs, on ne rentre pas le soir chez soi en n'y pensant plus. C'est pas vrai. On travaille même en dormant. Parce que très souvent, moi je disais aux gens, ce que j'avais remarqué, on essaye de travailler jusqu'à 2h du matin pour régler un bug, on n'y arrive pas en tournant en rond. On dort le matin en 5 minutes, c'est résolu. Donc il n'y a plus de différence entre le moment où on ne travaille pas et le moment où on travaille. Et c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Et alors moi je suis beaucoup plus pour, comme quand on fait un spectacle, se mettre à fond dans un truc, trop bosser, mais on fait que ça, quoi. Bon. Et puis après, on fait autre chose. Bon. Mais cette idée de pouvoir travailler 3 heures par jour, et puis on aurait un truc hyper bien équilibré écologiquement, où on s'occupe de ses enfants tant d'heures, machin, moi je ne crois pas du tout. Là, il parle de travail contraint, aliéné, salarié quand même. Hein. Il ne parle pas de travail choisi, bien sûr. Quand on a une passion, évidemment qu'on n'a pas envie de s'arrêter à 4 heures par jour. Oui, mais si, il dit quand il n'y aura plus ce travail contraint, les gens ils feront ceci, cela, ils seront heureux, machin, etc. Moi je crois je promets pas le bonheur, par exemple. Hein. Moi je compare ça à l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, c'est pas le bonheur. Hein. C'est juste mieux de ne pas être esclave
Mais si l'esclavage était aboli, c'est pour des raisons matérielles, parce que le Nord était plus fort que le Sud aux États-Unis, hein, mais c'est aussi parce que ça coûtait moins cher d'avoir des salariés que d'avoir des esclaves. Donc ce n'est pas des questions de valeur, quoi, hein. C'est des questions à un moment donné, on a une structure productive qui fait que on peut profiter de la nouvelle donne pour, par exemple, abolir l'esclavage, qui n'est pas le bonheur, qui est juste mieux. Et là, on peut abolir peut-être le travail forcé pour le travail autonome, qui n'est pas le bonheur, parce qu'il faut se coltiner après les choses, il faut que ça marche, quoi. Et en général, ça ne marche pas. Et quand on fait un programme, une des choses qui montre qu'on est bête, c'est de programmer. Quand on programme, on a affaire qu'à des conneries. Les conneries qu'on fait soi, les conneries que font les clients, etc. Voilà. On a affaire qu'au fait que ça ne marche pas. Et donc, c'est pas le bonheur, puisqu'on cherche. Moi, il m'est arrivé de passer 1 mois sur un bug, à une époque où il n'y avait pas de débuggeur. C'est pas le bonheur, hein. Mais c'est un boulot qu'on fait soi-même, de manière autonome, et c'est mieux. Alors justement, pour juste clarifier cette position, donc si on revient sur la notion d'oisiveté, ou en tout cas sur cette idée que l'on pourrait vivre ensemble avec des personnes qui auraient une activité non productrice de biens ou de services vendus à monnaie sur un marché, donc des gens qui auraient une activité, ça pourrait être de contemplation, de poésie, Oui. enfin on s'en fout, qu'importe les activités. Dans le fait de rendre le travail rémunéré optionnel dans sa vie, est-ce que ça te paraît quelque chose qui soit possible dans la société qui vient? Autrement dit, est-ce que le fait d'accepter cette idée que des personnes puissent avoir un revenu qui soit garanti sur la production collective, mais qui derrière n'exige pas en réciprocité de la personne un travail marchand vendu à monnaie, est-ce que ça te paraît jouable dans ce que tu vois dans la société ou pas? Donc, je suis complètement pour. Juste ce que je dis moi, c'est que je suis pour à condition qu'on aide la personne, Voilà. si elle le souhaite, à valoriser ses compétences. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. Parce que sinon, on s'en débarrasse oui, je suis d'accord. et on dit vous êtes autonome, vous faites ce que vous voulez. Oui, je suis complètement d'accord. Alors moi, je vois qu'il y a des gens, il y a 3% de la population peut-être qui sont comme ça. Et donc moi, je veux m'occuper des gens les plus fragiles et tout, qui peuvent être les meilleurs en plus. Oui, je comprends. Ils peuvent être les meilleurs dans leur domaine. Alors du coup, comment tu vois, maintenant que j'ai bien compris ça, puisque tu permets à ceux qui pourraient vivre dans l'oisiveté de le faire, pour justement ces personnes-là, ta proposition de coopérative municipale, du coup, comment elle s'articule pour permettre ça? Moi, je serais pour. Par rapport je serais pour qu'on prenne n'importe qui dans la coopérative municipale et qu'on ne demande pas aux gens. N'importe qui le voudrait donc. Voilà, qui le voudrait. Voilà. Alors, on pourrait, par exemple, dire que les gens sont obligés de venir une fois par mois à l'Assemblée générale, un truc dans ce genre-là, pour voir s'il y a un besoin, etc. Bon, voilà. Mais moi, je serais pour qu'on ne demande rien. Il est probable que si une municipalité se lance dans l'aventure, elle ne soit pas dans mes positions à moi. Bon. Donc il y a l'idéal et il y a ce qui est possible. Et du coup, comment on réglerait la production à l'intérieur de ces coopératives? Qu'est-ce qu'on produirait et qui déciderait de la production du coup? Moi, dans mon idée, mais toujours, mais ce qui m'intéresse, c'est tes idées. Il s'agit de demander aux gens ce qu'ils veulent faire et d'essayer de trouver, avec les compétences déjà disponibles des autres, comment ce qu'ils veulent faire peut s'intégrer là-dedans. D'accord, donc c'est plutôt les gens qui viendraient avec une idée d'activité, un peu ce qu'on retrouve, moi dans mon activité, j'étais auto-entrepreneur, enfin, quand j'ai quitté la gérance d'Atelier 89, je me suis mis auto-entrepreneur, et là je viens d'intégrer une coopérative d'activité, je ne sais pas si tu connais le principe, qui s'appelle Ozon. Oui. Est-ce que ça ressemblerait à une coopérative d'activité? Moi, comme je dis, la coopérative municipale, c'est plusieurs choses à la fois. Mais c'est en même temps une coopérative d'activité. D'accord. Et alors, quel rôle particulier, toujours pareil pour bien comprendre, quel rôle particulier jouerait la municipalité dans cette organisation de la coopérative d'activité? Alors, pour moi, le fait qu'il y ait des monnaies locales et qu'il y ait cette coopérative, ça oblige la municipalité à agir comme un État qui gère une économie, c'est-à-dire que la municipalité devient responsable de son économie locale, ce qu'elle n'est pas trop pour l'instant. Et donc ça oblige à toute une gestion démocratique, donc par la commune, par les gens élus, on peut faire comme on veut,
et ça se traduit par un financement. D'accord, donc il manque des boulangers, genre, on va créer une activité de boulangerie, par exemple. Non, Non? enfin, ça peut, Oui, ça peut. Mais je veux dire, a priori, d'abord, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être boulanger? Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais si on a besoin de boulanger, que personne ne veut le faire. On peut l'inciter. Voilà, c'est ça. Les deux sont présents. C'est de la politique économique au niveau Je local. comprends, C'est-à-dire ce qu'on fait au niveau national en faisant des impôts, des subventions, si on veut quelque chose, on donne des moyens pour cette chose-là. Et du coup, il y aurait des personnes qui pourraient, par exemple, accompagner les porteurs de projets qui arriveraient pour les aider à créer leur activité autonome. Voilà. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. D'accord, C'est super. l'idée qu'on ne laisse pas les gens tout seuls je comprends. et qu'on s'aide les uns les autres. Voilà. Mais c'est bon, c'est pas complètement abouti. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on a changé de système de production et que dans le nouveau système de production, ce sont les individus eux-mêmes qui sont les vraies richesses mais qu'il faut exploiter. Quoi, parce que ce n'est pas vrai que les richesses des gens éclatent au grand jour comme ça, toutes seules, ou que n'importe qui sait utiliser, ses journées s'il n'a rien à faire. Est-ce que tu peux préciser d'un point de vue vraiment systémique là, d'analyse de ce que tu as pu comprendre, lire sur étudier du fonctionnement réel actuel de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui en 2013 de ce que tu viens de dire là, les individus sont la vraie richesse d'un point de vue systémique, économique. Qu'est-ce qui va dans ce sens-là? Qu'est-ce qui montre ça? C'est donc beaucoup l'informatisation, mais c'est aussi les services. Si on parle des services à la personne, par exemple, moi j'ai une mère qui est en fin de Parkinson, c'est assez horrible, et il y a des gens qui viennent un peu pour aider. Ça n'a rien à voir, les gens qui viennent pour aider, avec nous quand on est là. Hein. Mais les gens quand même s'investissent beaucoup, c'est quand même très très dur. Dire que ces gens-là, par exemple, ils pourraient se satisfaire du bien qu'ils font, moi je pense qu'il faut qu'ils soient payés. Hein, et comme pour la psychanalyse, et le paiement, là, me semble très important pour ne pas avoir des rapports pervers. Donc il y a le côté service qui fait que la personne elle-même, elle devient complètement prise dans le travail, avec ses émotions, avec tout ce qu'elle est. Et dans le domaine informatique, c'est pareil, c'est très différent, mais les compétences des gens sont très spécifiques et très valorisées par rapport à ce que eux ils sont. Ça n'a rien à voir avec la production de masse, où il y a quelqu'un qui peut vous dire comment faire, etc. Bon, c'est un peu comme en musique, c'est un peu comme en vidéo, etc. Il n'y a pas des structures rigides qui font qu'on peut mettre n'importe qui à n'importe quelle place, comme on voudrait. Là, on voudrait que n'importe quel gars au RSA il fasse n'importe quel boulot, etc. Mais moi, je suis pas du tout pour l'abolition de la division du travail. Moi, je crois que les gens ont des talents spécifiques qui peuvent exprimer. Quand on leur fait faire un travail où ils sont nuls, ça ne les valorise pas du tout, c'est vraiment très mauvais pour eux. Il vaut mieux qu'ils fassent un travail pour la collectivité aussi. Pour la collectivité. Il vaut mieux qu'ils fassent un travail où ils se sentent bien, où ils se sentent reconnus et où ça se passe bien. Et ça n'a rien à voir avec le travail industriel qu'il y avait avant. Par contre, ça se rapproche des artistes. On peut parler aussi de ce qu'on peut appeler l'économie contributive, ou en particulier le monde du numérique, des logiciels libres. Mais aussi oui, le logiciel libre. Alors, où là, on dit que les gens ils sont rémunérés par le fait qu'ils sont reconnus par la communauté. Alors c'est un peu vrai, hein. Enfin la plupart ils sont payés. Hein. Ils sont payés soit par leur entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre non plus d'amour et d'eau fraîche. C'est pour ça que moi je suis pas contre le fait qu'il y ait des choses non payées et tout, je suis même pour. Mais ça me semble pouvoir être trop étendu. Le problème, en tout cas dans cette économie-là, c'est de ne pas avoir un revenu automatiquement à la fin, au bout de la production, en récompense de cette production, quelque part avoir un revenu en amont qui ne soit pas lié au fait de produire quelque chose, mais qui permette de se consacrer à une production. Ou à élever ses enfants. Hein. Oui, où est-ce qu'on veut. Est-ce que c'est donc un revenu qui vient finalement subventionner, encourager
cette économie contributive, à ce que chacun puisse s'impliquer à son échelle, à sa manière et selon ses compétences dans une production de tout type en fait, matérielle ou immatérielle, marchande ou non marchande. C'est Bernard Stiegler notamment qui soutient entre autres une forme de revenu de base sous forme de crédit à l'économie contributive, quoi. Oui, moi je suis pas pour ça. J'aime pas tellement auxiliaire en général. Mais bon, moi aussi j'ai un point de vue toujours pareil. J'essaye d'être matérialiste parce que les grands mots et tout, ça marche pas. L'appel aux valeurs et tout ça, ça n'a jamais rien changé. Ça fait des millénaires que c'est comme ça. Moi je crois qu'il y a une erreur que font les syndicats et qui est tout à fait compréhensible, qui est de croire que les avantages qu'ont eu les ouvriers de l'industrie, c'était grâce à leur lutte. Et c'est vrai, s'ils n'avaient pas fait leur lutte, ils n'auraient pas eu ces avantages. Mais, sauf que ces avantages, ils ont été généralisés un peu. Et si ça a été généralisé, c'est pas à cause des luttes, des luttes syndicales. Si ça a été généralisé, c'est parce que c'était bon pour l'économie. C'est-à-dire que ça faisait un processus vertueux, comme on dit. Il y a un petit texte de Marx qui dit ça, ça s'appelle Salaire, prix, profit, une petite brochure de 20 pages, où il dit que lui-même pensait, comme les économistes anglais de l'époque, que si on augmentait les salaires, ça serait la catastrophe, ou en tout cas, ça serait rattrapé par l'inflation tout de suite et que ça ne servait à rien. Mmh. Donc lui, l'étude qu'il avait faite du capitalisme, il faisait penser que bon, il fallait le faire parce qu'il était à la lutte, mais bon, il n'y croyait pas trop. Et puis il dit, je me suis trompé comme les autres, on s'est rendu compte que ça a donné un coup de fouet à l'économie, etc. Et donc quand on est matérialiste, ça veut dire qu'on ne croit pas trop aux intentions, on croit aux résultats et on croit à l'après-coup. Parce que des trucs qui ont été faits avec des super bonnes intentions et tout, il y en a eu plein, et puis ça a duré 10 ans, et puis c'est fini. Bon. Ce qu'il faut, c'est des choses durables. Pour que les choses soient durables, il faut qu'elles se nourrissent elles-mêmes. C'est l'histoire dans la théorie des systèmes, ce sont les boucles de rétroaction. Il faut que le système s'entretienne. Si le système ne s'entretient pas, ben, il s'arrête. C'est-à-dire que si vous avez un revenu de base et qu'il n'est pas productif, le moindre moment où il n'y aura plus d'argent, il va baisser le revenu de base et il n'y en a plus. Mais justement, c'est ça qui est vachement intéressant. C'est que, justement, dans ce que tu dis, tu dis que le revenu de base n'est pas productif. Non, je dis si. Si, ouais. Parce que justement, dans l'analyse que nous on fait... Pour ça, il faut le présenter comme productif. Ouais. Ça que non, mais justement, moi, je ne veux pas le prendre comme productif. Ah, oui. Mais par contre, il est entre guillemets productif, mais pas directement. Ça peut être indirectement, il faut qu'il soit productif. Oui, mais c'est pour ça que nous, on est vachement attaché au fait que le revenu de base ne soit vraiment inconditionnel, dans le sens qu'il ne doit pas être directement lié à la production de l'individu à qui il est donné. Le revenu de base, c'est de dire à partir d'un certain moment, nous sommes capables de produire collectivement. Nous sommes capables de produire collectivement de quoi nourrir, loger, vêtir, informer, transporter, maintenir en santé la population. Dans la mesure où nous sommes capables de produire collectivement ce dont la population a besoin pour exister, à ce moment-là, on prend une part de cette production à la source, on la donne à tout le monde, et tout le monde donc est capable d'être en interaction avec la production marchande, sans pour cela que la personne soit obligée de contribuer en production marchande le système de production globale. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que du coup, à partir du moment où on a distribué un revenu permettant à chacun de pouvoir satisfaire ses besoins fondamentaux, tout en rémunérant ceux qui produisent dans le système marchand, ça veut dire que du coup, même si la production augmente sans que les revenus augmentent, le revenu de base pourra être augmenté en fonction de la capacité de production. Et donc on n'est plus lié, si tu veux, à cette obligation de croissance permanente pour venir alimenter. Mais moi je peux être d'accord avec ça, sauf que pour moi c'est trop macroéconomique. Voilà, moi je pense qu'il faut être microéconomique. Alors justement, maintenant allons-y. Parce que moi je suis d'accord avec toi, puisque j'ai vu que tu parlais beaucoup de monnaie locale, tu sais, c'est un de mes gros dada. Donc je travaille beaucoup avec le Sol Violette à Toulouse, et maintenant je travaille en cré un peu partout en France. Justement, une des idées que je défends, alors pour le coup là où je ne suis pas forcément majoritaire au niveau du revenu de base, c'est justement de verser ce revenu de base inconditionnel en monnaie complémentaire locale. Parce que là, on a un double effet qui se coule. Le premier effet, c'est qu'on flèche ce revenu vers le développement de l'économie locale, c'est le premier point. 2, on flèche cette accroissement de pouvoir d'achat vers des entreprises respectueuses des humains et de la nature, qui ont été agréées localement
parce qu'elles se sont mises effectivement dans la transition et qu'elles respectent les humains et la nature. Et troisièmement, on permet en plus à des personnes qui veulent relocaliser leur activité sans forcément pour l'instant être rentable, c'est-à-dire déjà avoir une ferme, se nourrir de sa production, voilà, et être finalement tranquille de ce côté-là. Et grâce à la monnaie locale, on peut même quasiment investir dans la mise en place de cette production locale. Et là, le revenu de base est vraiment pour le coup un stimulateur de l'économie locale. Moi, je suis à moitié d'accord, parce que moi je suis contre le fait que tout le revenu garanti soit en monnaie locale. Un maximum, moi j'ai dit. Mais moi je suis pour qu'il y ait une partie en monnaie locale, puisque pour booster les monnaies locales, il faut qu'il y ait une distribution de monnaie locale, et donc je suis pour qu'il y ait une partie. Mais je suis plutôt contre, et je pense que beaucoup de gens seraient contre, ceux qui seraient susceptibles d'avoir ce revenu garanti, qui soit uniquement en monnaie locale. Au maximum. Parce qu'il y a quand même des choses à... Il y a l'énergie, tout ça, qui peut être de la monnaie locale, puisque maintenant l'énergie, on peut la faire localement. Oui, on peut la faire localement. Donc, moi, j'ai pas des positions idéologiques. C'est-à-dire que s'il y a un mix des deux, ça va très bien. Je me méfie des positions qui sont trop simples, qui disent tout en monnaie locale. Alors du coup, là, est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis que le revenu de base versé à monnaie complémentaire locale, à une personne qui ne participera pas directement à une activité marchande, pourrait être quand même un facteur de développement économique local du fait qu'elle dépense ses revenus dans des entreprises qui, elles, sont locales et porteuses de revenus. Là, on a un effet de contribution à la production. Sans pour cela obliger tous les gens à aller chercher ce revenu. Moi, aujourd'hui, je suis un peu en plus sur cette position. Quand tu dis, moi, je veux que les gens ils soient autonomes, je veux qu'ils puissent faire des choix. C'est un peu ça l'idée de base, c'est de dire à un moment donné, si je ne suis pas fait pour aller bosser dans une cadence, dans une entreprise, si je suis fait plutôt pour la contemplation, la méditation, pour participer à la vie de la nature, on accepte aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui puissent le faire. Et du coup, on augmente notre capacité de cohésion sociale, qui aujourd'hui est fâcheuse. Oui, mais ce que je veux dire tout à l'heure, par rapport à la position de dire le revenu de base, ça doit être complètement déconnecté, il ne faut pas obliger les gens. Je suis d'accord, mais en même temps, ça empêche cette position de s'intéresser, je disais, passer de la macroéconomie à la microéconomie, ça empêche de s'intéresser vraiment à la nouvelle production. Et pourquoi ? Aux nouvelles conditions. Parce que, dans la position que moi je défends, on s'intéresse directement aux nouvelles conditions de production, et c'est lié au revenu garanti et aux monnaies locales, mais on n'est pas obligé, par exemple, dans la coopérative municipale, de faire un boulot qui sera payé qu'en monnaie locale. Et c'est pareil, on n'est pas obligé, parce qu'il y a une coopérative, que le revenu garanti mais dans ce cas-là, on peut mixer les deux. Il faut parler de la production, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler que de la distribution. Il faut dire comment ça va se faire. C'est trop mignon. Excuse-moi, ça fait 3 fois que je les vois tous les deux là sous la pierre. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a d'antiproductiviste dans cette défense du système de production d'activité qui pérennise finalement le fait de donner un revenu garanti? Bon, d'accord, ce que tu dis, bon, d'accord, je suis pour, mais à condition qu'il soit productif. Qu'est-ce qu'il y a d'antiproductiviste là-dedans? Alors, moi je pense que le productivisme, c'est le capitalisme. C'est-à-dire que le système capitaliste ne marche que parce qu'il y a de l'innovation sans arrêt qui diminue le temps de travail. C'est comme ça que se crée la plus-value. Et donc on a là un système qui ne peut marcher qu'avec de la croissance, qu'avec sans arrêt de l'innovation. D'ailleurs, je suis plutôt pour l'innovation. Je ne vois pas pourquoi on passerait plus de temps à travailler sur des choses dures, pas intéressantes. Je veux dire. Donc, je suis plutôt pour. Mais c'est terminé, ça. Moi, avant, je croyais que moi, j'étais antiproductiviste et que moi, j'allais arrêter le productivisme, le capitalisme. Maintenant, je crois que c'est le capitalisme le capitalisme industriel, qui vient en bout de course, et que le système qu'il y a après, il n'est plus productiviste. Google, c'est du capitalisme, mais ça n'a rien à voir avec du productivisme. Rien à voir. C'est des logiques complètement différentes. Ça n'a rien à voir avec le fait d'augmenter la productivité ou de baisser le temps de travail nécessaire. Ça n'a plus rien à voir. Mais il faut que cette sortie du productivisme, il faut qu'elle soit gérée. Voilà. On change de système, donc il faut le gérer.
Je ne suis pas sûr que ça soit parce qu'on est écologiste, antiproductiviste et tout, que ça suffise pour faire peur au capitalisme, etc. Je pense que ça se fait tout seul, que le monde industriel s'efface, comme l'agriculture. Mais il faut des nouvelles structures qui rendent ça viable pour les gens. Parce que pour l'instant, les gens, ils souffrent, quoi. Pour l'instant, on a la précarité, on a le chômage. Mais c'est surtout la précarité. Parce que même si on n'avait pas le chômage, on aurait la précarité. Si on revient... je peux... Tu vas aller où? Là, c'est juste pour faire un dernier point sur les coopératives d'activité. Je trouve que c'est intéressant de voir par rapport au financement de ces coopératives d'activité. On n'en a pas parlé. Moi, je voulais rester sur le Vas-y. socialisme. Vas-y. Je voulais juste citer, Jean, il y a tout un travail à faire pour sortir du capitalisme et qui consiste principalement à organiser le travail en dehors du capitalisme et donc du salariat, donner les moyens de passer du travail forcé au travail choisi, une libération du travail comparable à l'abolition de l'esclavage, ce que tu as dit tout à l'heure. Je voulais pointer en particulier sur la sortie du salariat, parce que c'est dans les cercles, dans les militants du revenu de base, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. Est-ce que c'est un enjeu à part entière de sortir absolument du salariat? Le salariat, c'est l'industrie pour moi. C'est-à-dire que il y a toujours eu autre chose que du salariat. Comme l'industrie était basée sur le fait d'avoir il n'y a pas d'industrie s'il n'y a pas de salariés. Il faut qu'il y ait des machines. Le capital achète des machines et il faut qu'il y ait des salariés ou machines. voilà, qui se servent des machines. Et bon, et Marx, il faisait un schéma en disant que pour le capitalisme, c'est l'argent qui se transforme en marchandise pour donner plus d'argent. Mais là-dedans, il faut le salariat. Quand il y a des gens qui... je viens de voir qu'il y a presque 50% des salariés qui sont dans des multinationales. Si on travaille dans une multinationale, on ne peut pas se plaindre d'une délocalisation, par exemple. Quel sens ça a ? La multinationale, elle est délocalisée elle-même. Donc si on veut ne pas subir des aléas financiers et rester ancré dans sa localité, il faut un travail local. Hein, voilà. Et donc pas dans le salariat. Je ne parle pas du salariat chez un artisan, ça c'est toujours possible. Mais là, on va plus vers le travail autonome, donc il s'agit de favoriser le travail autonome. Il ne s'agit pas de supprimer le salariat, qu'il n'y ait plus aucun salarié au monde. Hein. Il s'agit de donner les moyens aux gens de ne pas être obligés d'être salarié. Moi, je trouve ça débile qu'en Grèce, par exemple, où il y a beaucoup de chômage, mais même dans les pays africains, etc., il y a des gens qui sont au chômage, alors que, parce qu'ils attendent un travail salarié, qu'il n'y a pas, alors qu'ils pourraient s'organiser entre eux pour faire un travail local et tout, où ils ne dépendraient pas de choses dont ils ne veulent pas dépendre et qui sont forcément une souffrance. Enfin, quand on ferme une usine où c'était votre vie, vous avez plein de copains, tout ça, vous perdez tout ça, c'est horrible. À condition qu'il y ait un revenu qui ne soit pas couplé au travail pour pouvoir justement avoir le temps et la possibilité de choisir de s'organiser. Oui, c'est un tout. Mais je veux dire, c'est une autre façon de s'organiser qui n'a plus rien à voir avec les usines d'antan qu'on essaye de refaire. Et ça n'a plus rien à voir. Et ça n'est plus du salariat, parce que ça n'est plus mesuré en temps de travail. C'est mesuré, c'est le résultat qui compte. La richesse produite. Et donc vendue même. C'est-à-dire que c'est par objectif. C'est-à-dire que beaucoup des gens qui font un travail qui les passionne, si on fait au niveau du taux horaire, ils sont perdants. Parce qu'ils passent des heures folles à faire un truc. Mais du coup, c'est pas bien payé, mais eux sont contents de le faire. Mais du coup, les coopératives municipales pourraient rentrer en concurrence avec le secteur marchand, du coup. Alors, ça fait partie des problèmes qu'il faut gérer et qui dépendent de l'état du marché local, je dirais. Oui, mais du coup, si tu as une coopérative municipale, j'essaie de voir toutes les conséquences, si tu as une coopérative municipale qui paye les salariés avec un revenu garanti qui n'est pas forcément lié à un prix de marché, tu vas te retrouver avec des écarts de prix. C'est le problème des auto-entrepreneurs par rapport aux artisans. Ça pose des problèmes. C'est ça, des problèmes qui doivent être gérés. Moi, je compare ça à ce que fait un État
pour son économie. Mmh. Là, c'est au niveau de la municipalité, mais c'est des emmerdes. Alors des justement, emmerdes. du coup, dans ces emmerdes-là, il y a une chose qui me paraît fondamentale dans les coopératives municipales, auxquelles moi je touche aussi à travers ce que j'appelle les 16, le comité économique, environnementaux et socio-environnementaux, c'est comment est-ce qu'il ne faut pas non plus que dans ces cas-là, la gestion de la création de la monnaie locale soit confiée aussi à un collectif de parties prenantes de l'économie locale. Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas non plus relocaliser la création monétaire de cette monnaie locale? Ah, mais moi, je suis pour des monnaies municipales. Ah, municipale, donc qui ne serait pas garantie en euros, qui ne serait pas complémentaire en fait. Elle serait créée ex nihilo. Elle serait créée Ex nihilo. Donc il n'y aurait pas de contrepartie en euros, c'est ce que je n'avais pas compris. D'accord, donc C'est compliqué, il faudrait en parler plus. Mais moi, j'oppose complètement les monnaies municipales aux monnaies libres, par exemple. Il y a Paul Jorion là, qui a été interrogé sur les monnaies locales et il répond sur les monnaies libres, Oui, ça n'a Bitcoin, rien à voir. etc. Oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Oui, il a rien compris, Moi, je d'accord. suis contre les monnaies libres. Je suis contre les... Enfin, celui qui a fait le sel, il a voulu effectivement promouvoir des monnaies libres qui sont des monnaies privées. Moi, je suis contre ça. Je suis pour une gestion politique de la monnaie. D'accord, mais Et au niveau municipal comme au niveau donc européen. du coup, là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, du coup, la municipalité aurait vraiment une responsabilité en termes d'économie politique, quoi. C'est-à-dire, elle aurait la possibilité d'émettre de la monnaie qui ne serait pas contre-garantie par de l'euro, et donc du coup, d'avoir un programme d'investissement, de développement économique, etc. C'est compliqué tout ça. Ouais. Mais c'est une charge. Mais en même temps, on se rend compte que l'économie post-industrielle, un des derniers textes que j'ai fait là-dessus, mais on se rend compte, il y a des régions qui marchent, des régions qui ne marchent pas, il y a des villes qui marchent, des villes qui ne marchent pas. C'est-à-dire que dans la globalisation actuelle et la division du travail actuelle, etc., les conditions locales deviennent fondamentales. Mais du coup, oui. Sauf si vous voulez Ouais. finir la résolution. En fait, j'aimerais aimé qu'on parle un peu d'Andragors, qui sont un peu avec nous, même s'il est quand même dans les idées. Toi, tu l'as connu? Vous avez travaillé ensemble? Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Tu l'as jamais rencontré? Je devais le rencontrer le jour où il est mort. Je l'ai jamais rencontré, il m'avait invité ça. On a eu des échanges de lettres, parce qu'il écrivait des lettres à la main. Voilà. On a eu des coups de téléphone. J'ai envoyé quelques textes. Mais j'ai jamais été le voir. Je voulais aller le voir juste au moment où il est mort. Je lui ai téléphoné donc 2 jours avant qu'il est mort. Il m'a dit qu'il faisait un grand voyage. Donc il le savait déjà. C'était organisé depuis très longtemps. C'était très bien organisé. Il y a même les invitations. On a été invités pour ses obsèques. Tout était prêt, machin. Mais c'est à cause de sa femme. Parce que sa femme souffrait de martyre depuis déjà. Et qu'il a voulu partir avec elle et pas rester seul, c'est ça? Oui, et puis même, il ne voulait jamais la quitter. Donc moi, par contre, si je ne l'ai pas vu, c'est parce qu'il ne quittait jamais son bled de Venon. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui disait de venir, il disait je ne peux pas laisser ma femme et tout. Donc, alors dans vos correspondances, sur quoi vous vous mettiez d'accord et sur quoi vous aviez des points de divergence, en particulier autour du revenu d'existence, du revenu garanti? On n'a pas eu beaucoup de discussions sur le revenu d'existence, sinon que moi je lui disais que lui il était contre avant. Et il est devenu pour après. Son raisonnement pour devenir pour après, on l'avait beaucoup utilisé, mais que les gens qui étaient contre nous ramenaient beaucoup ces raisons d'avant. D'être contre. Donc on n'a pas beaucoup discuté de ça. L'idée de coopérative municipale lui avait beaucoup plu. Il m'avait même envoyé de l'argent quand j'avais sorti le texte, moi. Il n'a pas vraiment repris, mais il a parlé après d'ateliers municipaux quand même, donc c'est quand même proche. Très proche, quoi. Ça lui avait vraiment beaucoup plu, donc on n'a pas beaucoup discuté de ça non plus. Mais on avait des divergences, on avait beaucoup de divergences. Des fois il se fâchait parce que... Quelques exemples parce qu'il croyait que c'était parce que j'étais... je lui en voulais, que je n'étais pas d'accord. Lui, d'abord, il était trop marxiste. C'est-à-dire il donnait aucune valeur à ce qui ne produisait pas de plus-value. Ce qui est absurde. Il y a de la valeur qui produit de la plus-value,
Et puis il y a de la valeur qui est juste de la valeur, et qui ne produit pas de plus-value. Alors que lui, c'était, reprenant des raisonnements de Marx, c'était contre la domesticité surtout. Parce qu'il disait que les domestiques ne créent pas de valeur. Moi, je ne suis pas d'accord que les domestiques ne créent pas de valeur. Si, ils nettoient les tables Et puis, ils font gagner du temps. Parce que moi, quand j'étais chef d'entreprise, j'ai pas tellement aimé ça, mais en tout cas, on n'a pas de temps et on joue des millions. Et donc, d'avoir du temps de plus pour faire quelque chose, c'est de la valeur. On ne peut pas dire que c'est rien, quoi. Et donc, lui estimait que l'artisanat ne créait pas de valeur. Enfin, moi, je trouvais ça absurde, quoi. Et puis, lui, il était beaucoup plus pour l'autoproduction. Moi, je suis pour la production pour quelqu'un d'autre. Il faut dire que moi, je ne suis pas tellement bricoleur, ni même pour le jardin. Et puis, c'est très bien que les gens fassent leur jardin. C'est très bien que les gens y bricolent, mais enfin, ça ne va pas quand même très très loin. Donc, moi, je suis pour le travail autonome et pas pour l'autoproduction. Et puis... Ta définition du travail autonome, c'est le travail choisi, c'est ça, à l'intérieur des coopératives municipales, c'est ça? Voilà, c'est le travail choisi et on n'est pas subordonné. Il n'y a plus de lien de subordination. Voilà, il n'y a plus de lien de subordination. Et donc ça veut dire aussi qu'on s'engage sur un objectif. Par rapport, on n'est pas payé autant. Voilà. Parce que si on est payé autant, on est un esclave au temps. C'est-à-dire que moi je te paye pendant 2 heures, c'est pas pour que tu te reposes pendant 2 heures. Je te paye pendant 2 heures pour que pendant 2 heures tu fasses ce que moi je te dis de faire pendant 2 heures. Alors que si je te dis, je sais pas quoi, fais-moi une chaise, tu m'apportes la chaise, point. Voilà. C'est pas pareil. Toi, Fred, qu'est-ce qui te plaît particulièrement des écrits d'André Gorz et que tu t'appropries dans tes idées? Moi, je pense que la critique qui me paraît la plus aboutie, c'est celle qui dit que, alors je parle sous ton contrôle parce que je ne suis pas un exégèse de ces textes, mais c'est le dépassement de la société de production. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, c'est d'ailleurs, il le disait souvent, il disait je ne suis pas pour que ce système s'effondre, mais structurellement, il est fait pour s'effondrer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit construire quelque chose. Alors c'est là où je suis sur cette ligne et en même temps, moi je ne veux pas non plus que ce soit vraiment à côté. Il disait il faut donc qu'on crée quelque chose à côté. Et c'est à partir du moment où on va créer quelque chose à côté qu'on va redévelopper quelque chose, mais il pensait que de l'intérieur, il n'y a plus rien à faire, quoi, que le système il va s'effondrer. Et moi je me dis, ce que je voudrais, si je reprends cette pensée-là, c'est me dire, oui, encore une fois, après le Tour de France, encore j'en suis plus persuadé, je pense que de l'intérieur, le train va trop vite. Et les critères de sélection, de décision sont des critères qui sont anti-humanistes, qui sont antinaturels, enfin, dans le sens de destruction de la nature. Et que je pense que par contre, ce qu'on peut faire, c'est plutôt le contaminer. C'est-à-dire pas faire des choses séparées, mais plutôt des choses... Dernièrement, j'ai au contraire pris l'option de l'altermonde, comme je dis, c'est-à-dire de durcir les oppositions. Ça me semble pouvoir être une façon de faire. Ah ouais, donc toi tu es vraiment dans cette... Mais par exemple dans tes coopératives municipales... Je ne suis pas vraiment là-dedans, c'est ma dernière, mais j'entends, ma dernière tendance. Donc c'est quelque chose qui pourrait s'essayer, mais je ne suis pas sûr que c'est la bonne tactique, mais ça me semble pouvoir se faire quand même. Alors justement, est-ce que durcir les oppositions. Et justement, est-ce que le point de médiation, justement entre la position de Gorz, ce que tu disais et ce que je disais là, est-ce que justement c'est pas de trouver alors pour le coup là, les coopératives municipales me semblent être une source de quelque chose de neuf, c'est justement est-ce qu'il faudrait pas réinvestir de petites communes? Je suis un peu là-dedans, moi. Et de recréer dans ces petites communes des activités de production et d'autoproduction à travers la mise en place d'une monnaie complémentaire locale qui va permettre d'orienter les flux financiers vers des activités locales et justement arriver à mixer en quelque sorte le conseil municipal avec ces activités-là dans une espèce de médiation. Je pense quand même que la bonne taille, c'est dans les 15 000. Ah, pas plus bas? Moi, je pensais que c'était plus bas. Peut-être, mais plus on est bas, moins on a une diversité de gens, de talents, de choses à faire, plus ça peut être restreint. Parce que par exemple, Montauban, 55 000, pour moi c'est trop tard. C'est un peu grand. Donc ce serait par là, parce que je me dis, plus on descend effectivement, plus on s'éloigne effectivement d'une diversité, donc on n'est pas autonome, enfin on n'est pas suffisamment autonome, et plus on augmente, et plus on rentre dans la complexité, les jeux de pouvoir, et là c'est plus possible. De toute façon, on aura des jeux de pouvoir, de toute façon, on aura... C'est pas des utopies, c'est des orientations, mais qui sont compliquées. Alors, André Gorz disait que
logique économique capitaliste. Dans le champ économique, c'est la seule logique qui tienne vraiment, qui soit vraiment efficace. L'important étant de réduire le champ économique à des domaines de la vie où c'est cohérent, quoi, et pas forcément, et pas à l'ensemble des domaines de la vie. Aujourd'hui, on vit dans une société hyper marchandisée, Oui. Tout est marchandisé. L'important, c'est pas tellement de détruire le capitalisme, mais de le réduire, son champ d'influence et son champ d'action, pour pouvoir assurer effectivement une diversité de production, marchande, non marchande, une diversité de talents, permettre à plus de probabilités, de possibilités pour les personnes de se réaliser dans quelque chose de vraiment personnel, de vraiment choisi. Ça, c'est une question presque de bien-être, de santé publique, j'ai envie de dire. Assurer le bien-être de tous, ça devrait être hyper important Oui, pour la mais, bonne santé d'une société. oui, mais ça, malheureusement, c'est des choses qu'on n'a pas de portée, quoi, de dire ça. Moi, Gors, c'est surtout un livre qui m'a vraiment rapproché de lui, c'est Misère du présent et richesse du possible. À ce moment-là, j'étais justement chez les Verts, où j'étais sidéré par le vide théorique et tout. Enfin, il y avait des gauchistes qui étaient juste des gauchistes, quoi, des trotskistes, machin. Il y avait des environnementalistes qui s'occupaient que de trucs très, très, très concrets. Et moi, j'ai été sidéré de voir qu'il n'y avait pas de choses qui tenaient le coup. Et à ce moment-là, il a sorti ce livre-là, et moi, je trouvais que ça recoupait les seules choses que je voyais qui marchaient à peu près, c'est-à-dire ce dont on a parlé, c'est-à-dire les monnaies locales, le revenu garanti, et puis lui, il parlait d'ateliers coopératifs. Et donc là, on s'est rejoint complètement. Mais sur la partie antérieure, j'avais de grosses critiques. Par exemple, il disait que le travail n'existait pas au temps du Moyen-Âge, parce que les gens étaient tout le temps en vacances. Moi, j'aurais pas aimé être tout le temps en vacances au Moyen-Âge, comme il dit. C'est pas drôle du tout. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit avant que je ne suis pas d'accord. Il a été très marxiste, quand même. Il était avec Sartre au moment où il était maoïste, où ils ont dit beaucoup de conneries à l'époque. Moi aussi, à l'époque. Je ne vais pas dire. Pas lui jeter la pierre. C'était quoi l'argument pivot là, qui l'a fait basculer, qui l'a fait devenir partisan du revenu d'existence? C'est le numérique. C'est-à-dire qu'avant, il était donc pour la réduction du temps de travail, parce qu'il était dans une optique industrielle. C'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'on est dans l'industrie et que c'est le temps de travail qui est dominant, on doit pouvoir réduire le temps qu'on est à l'usine à 3 heures. Ça ne semblait pas un problème. Dès le moment où les choses ne se mesurent plus en temps de travail, il a dit ça n'a plus de sens. C'est pour ça que la réduction du temps de travail que d'autres encore demandent là, ça n'a pas de sens. Du moins, ça a du sens sur les anciennes structures, mais ça n'a pas de sens sur tout ce qui est nouveau. C'est la thèse qu'a défendue Yolande Bresson dès les années 70, en disant qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus mesurer la valeur d'une chose à son investissement, mais par rapport au rapport entre le temps et la valeur. Et ce qui a complètement changé. Truc, Yolande Bresson sur le temps, sur la valeur temps. Non plus. Enfin, bon. Juste pour tu disais sur la réduction du temps de travail. Tu parles d'anciens systèmes de production, d'anciens modes de production. Là, effectivement, c'est cohérent de parler de réduction du temps de travail. Mais dans les nouveaux systèmes de production, donc là, si on parle toujours de travail autonome et de travail non salarié, alors il faudrait parler de réduction du temps de travail salarié et du temps de travail marchand. Et ce serait tout de suite très clair. Puisque s'il n'y a pas lieu de parler de réduction du temps de travail, quand on parle de travail autonome, de travail choisi, non salarié, voilà. On peut parler de réduction du temps de travail salarié. De toute façon, donc, dans beaucoup de reproches que je fais à Gors, si on remplace travail par salarié, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il avait tendance à trop généraliser salarié à travail, quoi. Mais sinon, oui. Mais en même temps, croire qu'on peut travailler 3 heures dans l'usine, c'est aussi une vue de l'esprit, parce qu'on ne va pas sans arrêt changer les gens au poste. C'est une vue de l'esprit. Quand on a bossé dans une grande entreprise, on se rend compte que, si on bosse à mi-temps, machin chouette, ça crée déjà des problèmes à mi-temps. S'il y a 10 personnes qui doivent se succéder sur un poste, c'est des vues de l'esprit quand même. Alors, de même que la réduction de temps de travail, quand les gens ils bossaient 12 heures, le réduire à 8 heures, ça s'imposait. À partir d'un certain niveau,
beaucoup de gens, en tout cas, ne souhaitent pas travailler moins. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, quand ils rentrent à la maison, ils s'emmerdent. Ils préfèrent être au boulot. 8 heures, c'est pas 12 heures. On parlait d'antiproductivisme tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas trop de quantité de production aujourd'hui qui est mal répartie pour justifier qu'on cesse de produire pour produire et qu'on commence simplement à répartir ce qu'on a déjà produit, à mieux le gérer, notamment les déchets, mais ne serait-ce que ce qui est produit, notamment en termes d'alimentation. Est-ce qu'on ne devrait pas promouvoir une réduction du temps de travail dans le sens de réduire la production, la quantité de production, pour mieux partager ce qui est produit, quoi. Mais moi, j'ai jamais cru au fait que la réduction du temps de travail aurait un effet de décroissance. Ça, je crois pas, ça se vérifie pas. Hein. Ça se vérifie pas. Moi, je crois à la décroissance par le fait que les gens, trouvant plaisir dans leur activité, mais gagnant moins aussi, donc dépensent moins aussi. Alors que la réduction de temps de travail, ça fait que si les gens gagnent moins, ils vont dépenser moins, mais ça va faire plus de gens qui vont travailler dans l'industrie et globalement, ça ne va pas diminuer la production industrielle. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un enjeu, peut-être on pourrait finir là-dessus, sur la décroissance, est-ce qu'il y a un enjeu quand on parle de revenus de base ou de revenus garantis, avec toutes les nuances que vous avez faites, de mode de vie, un enjeu de décroissance précisément, et comment ça peut être amené concrètement, localement, par région, par localité, comment ça peut être amené ça, comment on peut promouvoir un autre mode de vie plus respectueux, plus sobre, par le fait de garantir le revenu. Moi, je crois pas qu'on peut raisonner en mode de vie. Je crois à la pluralité des modes de vie. C'est même toute la complexité, évidemment, parce que sinon, il y a les islamistes, pas une démocratie. Ils ont des bonnes intentions, mais ils voudraient que tout le monde soit comme eux, quoi. Moi, je suis au contraire pour que chacun ait le mode de vie qui lui plaît. Offrir simplement. Moi, je dis, là, on est obligé de trouver un travail salarié dans une entreprise productiviste. Voilà. Il s'agit de ne plus être obligé de. Et d'offrir quelque chose qui soit mieux. Mais moi, je ne crois pas qu'on peut décider du mode de vie des gens. Je pense que ces modes de vie sont multiples. J'espère que ce que je défends amènera à des modes de vie plus conviviaux, etc. Mais voilà, ça passe par le fait de ce que les gens désirent eux-mêmes. Voilà. Pour leur travail, par exemple. Mais ça, de toute façon, la vie change avec le numérique. On ne s'en rend pas compte, hein, mais ça va à une vitesse folle et la vie va complètement changer. Et je crois que le numérique ne supporte pas la croissance. Parce que notre niveau d'attention, il est limité. Une fois que tout le monde aura un smartphone ou un ordinateur, etc., l'énorme croissance des très gros, ça va s'arrêter, hein, comme les nénuphars, là, qui, une fois qu'ils ont pris tout le bassin, c'est fini, quoi. Je ne vois pas comment, au niveau numérique, on pourrait avoir une croissance. Il y a l'obsolescence programmée. Oui, ça, je ne crois pas trop non plus à l'obsolescence programmée. Par contre, il y a une obsolescence accélérée du numérique, c'est autre chose. Mais ce n'est pas forcément programmé, puisque c'est par les innovations. Hein. Il y a quelques obsolescences programmées. Des fois, c'est bien l'obsolescence programmée. Hein. Moi, j'avais vu des gens, pour les voitures, par exemple, ils essayent de calculer que tout tombe en panne en même temps, quoi. Ça ne sert à rien d'avoir un moteur qui peut aller beaucoup plus loin que la caisse, ou une caisse qui peut durer 1000 ans alors que le moteur, lui s'arrête. Donc, optimiser pour que la durée soit... c'est pas forcément mauvais, mais par contre, il faut des produits qu'on peut réparer, etc. Les imprimantes 3D peuvent aider ça, hein, aussi. Hein. Les imprimantes 3D, Igor, s'il y croyait beaucoup plus que moi à l'époque, il n'en avait jamais vu une, ça n'existait pas. Mais je y croyais beaucoup. Moi, à l'époque, je trouvais qu'il en faisait beaucoup, parce qu'en plus,
n'avait pas. Et puis je pensais que ça ne serait pas terrible parce que ça serait plus cher en matière, etc. Ah, ça commence là. Mais là, il commence à y en avoir partout. On se rend compte que ça économise la matière. Là, il y en a qui sortent où on peut faire en métal et ils disent il n'y a pas de gâchis. Parce que, même si on fait un trou à l'intérieur, il n'y a rien à enlever. Et donc, ça permet de relocaliser beaucoup de production. Moi, j'y crois beaucoup pour la réparation, le fait de pouvoir faire une pièce pour réparer. Le but, c'est d'avoir des choses plus durables. Mais là, à ce moment-là, ça va être les gens qui vont dire « moi, je veux un truc plus durable » et qui vont le faire grâce à ça. À ce moment-là, il faut qu'il y ait un Fab Lab dans une coopérative municipale. Normalement, il faudrait un Fab Lab dans les coopératives municipales. Et Fred, décroissance et revenus de base? Les modes de vie, là je suis à peu près sur la même ligne que Jean, c'est-à-dire moi je pense que le revenu de base va permettre justement aux gens de choisir une activité parce qu'ils ont un revenu et non pas pour avoir un revenu. Et donc je pense qu'on va assister à terme à une explosion des d'activités nouvelles, d'activités pas forcément marchandes, je pense. C'est justement ça l'intérêt d'un revenu de base inconditionnel, c'est que justement il va y avoir l'émergence d'activités complètement nouvelles, avec une philosophie, je pense, complètement nouvelle, au même titre qu'il y avait des activités à l'époque de l'Ancien Régime qui ont complètement disparu parce qu'elles étaient liées à tout un système de privilèges et de règles de l'Ancien Régime. Je pense qu'avec l'arrivée d'un revenu de base inconditionnel, on va voir arriver des activités qu'on n'aurait jamais imaginées, puisque justement, ils ne seront plus basés sur une rentabilité et une productivité, mais qui seront basés sur des critères peut-être complètement différents, des critères de sympathie, des critères de créativité, des critères artistiques. Et je pense que le revenu de base, effectivement, va permettre une explosion de modes de vie. Et que par contre, ce qui me fait plus peur, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de système démocratique capable d'accueillir cette explosion d'activité. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une démocratie qui nivelle, qui standardise, qui représente, et qu'on devrait aller vers une démocratie justement dans laquelle les particularités sont protégées, sont justement défendues. Et je crois qu'il y a une réforme du système démocratique au moins aussi importante que notre système de production, quoi. Sinon, ça... mais moi, je crois que c'est surtout au niveau local. Pour revenir à Bookchin, qui est à l'origine des coopératives municipales, lui, il parlait de démocratie de face à face. Et moi, effectivement, je ne crois pas trop à au-delà de la démocratie de face à face, il y a plus des systèmes qui jouent, des réseaux, des champs. Et on a beau vouloir ce qu'on veut, et puis il n'y a pas d'expression de volonté générale du peuple qui serait claire, nette, précise. Donc moi, je ne crois pas trop à la démocratie nationale, européenne ou mondiale, quoi. C'est peut-être une des choses qui te fait préférer un revenu garanti géré localement, plutôt que d'être étatisé, organisé à l'échelle d'une nation, même de l'Europe ou encore plus large. Moi, je crois quand même que le revenu garanti, c'est du niveau national. Il faut quand même maintenir... moi, je ne suis pas pour un repli sur le local complet. Je ne suis pas pour que les communes deviennent indépendantes. Je suis pour un fédéralisme. Comme les cités grecques. Oui, je sais pas. Enfin bon, on n'est plus là. La nation, qu'elle permette de... je ne sais plus comment on dit, pour équilibrer entre les régions riches, les régions pauvres. Faire des péréquations. Voilà, des péréquations qui permettent d'unifier un peu le territoire, me semble nécessaire. Donc moi, je suis pour qu'il y ait une partie du revenu garanti au moins qui soit nationale. Ça ne pourrait pas être le même dans tous les pays. On ne peut pas mettre le même revenu garanti au Portugal, en Allemagne. Bon. Ils peuvent être proches, mais ils ne peuvent pas être les mêmes. Mais qui est un niveau national, et puis avec un surplus en monnaie locale au niveau local. Alors justement, je ne sais pas si on peut terminer là-dessus, mais quand tu parles de coopérative municipale, est-ce que tu entends municipal comme une extension possible à ce qu'on appelle le niveau d'un pays ou d'une communauté de communes? Oui, c'est pas forcément la commune en tant que ville sauf que moi, je pense nécessaire
que ce soit lié à des élections politiques. Oui, ça, on est d'accord. C'est ça. Pour que ce soit démocratique. Ouais, c'est ça. Pour que ce soit démocratique, il faut qu'il y ait, faut que ce soit lié à une élection. Mais le territoire peut être plutôt un territoire de vie, quoi, un bassin de vie. Voilà, c'est ça le mieux, c'est sûr. C'est le pays. Ça peut être l'intercommunalité. Mais sauf que, moi, je pense important ce côté démocratique et donc que ça soit politisé, si on veut. Ça peut être dans le mauvais sens, mais pas forcément. Parce que s'il y a une gestion de l'économie locale qui doit être dans les mains de la municipalité, il faut que ça soit géré de manière démocratique, comme on gère les impôts, tout ça, de manière démocratique. Et que si c'est trop déconnecté de ça, il me semble qu'il peut y avoir pas mal de dérives, quoi. Il peut y en avoir quand même, mais... Voilà. Merci Jean, c'était vachement intéressant. Ouais, merci beaucoup Catherine, on va faire quelques plans plus larges, si vous voulez continuer. Ah oui. Justement, on ne verra pas vos bouches. C'est... Non, là où j'ai un peu là où effectivement on aurait un petit désaccord à construire, c'est que je trouve que, du coup, je trouve maintenant qu'on comprend beaucoup mieux. Bon, je suis complètement d'accord avec la notion de coopérative municipale. Ça me convient tout à fait, justement, pour ces personnes qui n'ont pas encore... qui n'arrivent pas dans cette autonomie de prendre leur vie en main. Tout ça, ça me paraît vachement bien foutu. Ce qui m'embête, c'est... Alors, mais je crois que tu l'as dit, c'est que ce revenu garanti soit quand même encore lié directement à ma participation à l'appareil de production. Je trouve que ça nous fait pas sortir de ce mécanisme qui fait que l'homme ne peut être pour la société qu'une prothèse à une production marchande, vendue en monnaie sur un marché. J'ai l'impression qu'on reste toujours une prothèse, quoi. Il y a toujours, on ne peut pas imaginer un homme qui ne soit pas dans un système de production marchand. C'est ça qui me gêne. Est-ce qu'on ne peut pas faire un pas de plus, putain, pour se dire, mais un homme, c'est pas seulement un producteur. C'est pas forcément marchand. Hein. C'est pas forcément marchand. Il faut bien qu'il va. Et la coopérative, elle va bien vendre des choses. Oui, mais est-ce que c'est marchand? Par exemple, si on fait de la musique, par exemple, est-ce que c'est marchand? Mais est-ce qu'il y aura des tickets? Est-ce qu'il y a des tickets Effectivement, si le gars il fait un concert, il va faire payer. Est-ce que c'est du marchand? Ça, je sais pas. Enfin, il faut pas tout. Je sais pas. De même, moi, je suis pas contre la monnaie. Je suis pour les monnaies locales, mais je suis contre les monnaies spéculatives. Mais je suis pour la monnaie locale. De même, je suis pas contre le marché. Pas contre le marché. Je suis contre des marchés dérégulés. Ah, mais moi, je ne suis pas non plus contre les marchés ni contre la monnaie, bien sûr. Mais je me dis qu'on gagnerait moi, je trouve que la sphère marchande, alors moi j'appelle sphère marchande, pour qu'on soit clair là-dessus, toute cette zone où il y a exigence de réciprocité et échange en monnaie d'un bien ou d'un service. Voilà, c'est ce que j'appelle le secteur marchand. Et moi, je pense qu'on gagnerait à étendre le secteur non marchand. C'est-à-dire de trouver un moyen pour qu'on puisse développer des activités dans lesquelles il n'y a pas forcément, il peut y avoir, mais où il n'y ait pas forcément besoin d'échanger en monnaie. Ça existe, avec beaucoup d'associations, tout ça. On est tributaire du secteur marchand. Oui, mais moi je pense que c'est en dehors du marchand, tel que tu en parles, ne peut être que minoritaire, sur des temps courts, etc. Moi je crois que c'est... Bon, il y a eu plein de débats sur le travail. Moi je crois que c'est quand même... une notion anthropologique, mais qui n'est pas le travail salarié, qui est le fait d'avoir une position, d'être utile. Ah, mais le travail ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est de le réduire ensuite à un emploi, c'est-à-dire à obligatoirement que la production liée à mon travail soit vendue en monnaie. Moi, le travail ne me gêne pas. Jamais. Je pense que le travail, c'est important. Mais bon, moi, je crois que c'est forcément le cas général, mais il faut pouvoir être en dehors de ça. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas, puisqu'on parlait des moines, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas des monastères pour des gens qui ne croient pas en Dieu, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'il devrait pouvoir y avoir spiritualité laïque, des endroits pour des philosophes, ou je ne sais pas quoi, qui ne croient pas en Dieu, mais qui veulent se consacrer à la contemplation, à la nature, ça existe. C'est fou parce que moi aussi, je suis en ce moment, je suis vachement là-dessus.
Il n'existe pas de lieu aujourd'hui de personnes qui veulent prendre du temps pour méditer, pour s'interroger. Obligatoirement, les lieux qui existent sont des lieux qui sont chrétiens, bouddhistes, hindouistes. Il n'y a pas de lieu, ça ce serait vraiment une juste cause, ouais, de mettre en place ce type de choses. Mais donc du coup, si je vais même au plus loin de ce que tu penses, donc tu penses donc dans... Je vais dire une connerie, mais c'est pour forcer le trait, pour être bien d'accord là-dessus. Donc tu penses que dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, cette idée qu'un système marchand restera majoritaire, c'est quand même une clé fondamentale de l'organisation humaine. C'est vraiment... ça ne disparaîtra pas. Moi, je crois que ça a toujours été comme ça, même dans les sociétés primitives, les plus primitives. Mais alors, il y a différentes économies. Il y a l'économie familiale. Dans l'économie familiale, ça n'est pas marchand. Dans l'économie familiale, il n'y a pas de réciprocité. Enfin, il y en a une, parce que les vieux veulent quand même récupérer ce qu'ils ont donné aux jeunes quand ils sont vieux quand même. Bon. Mais en tout cas, c'est pas immédiat. Il y a toujours eu aussi une économie mixte avec une économie étatique. Mais enfin, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de développer ses talents. Et le fait que ça se traduise en monnaie, c'est... Enfin, moi, je ne suis pas contre la monnaie. Je trouve que la monnaie, ça libère. Ça libère. C'est pour ça, moi, je ne suis pas tellement pour le don, parce que les liens de la dette sont terribles, sont très forts. Les liens familiaux sont des fois tout à fait aliénants. Oui, tout ça, je prends. Les femmes, elles préfèrent aller travailler un travail salarié pour être en dehors de la maison, pour pas être sous la coupe du mari ou des enfants. Non, mais ça, je prends. Donc, voilà, moi, je ne suis pas du tout contre la monnaie. Je pense que c'est quelque chose qui libère. Il y a Rimbaud, par exemple. Rimbaud, quand il était en Abyssinie, tout ça, il avait une ceinture en or. Mais s'il n'y avait pas eu cette ceinture en or, il n'aurait pas pu se balader. Sinon, si on n'a pas de monnaie, on est vraiment confiné à son milieu, à ses liens les plus forts. Je veux dire, c'est aliénant. Il y a des bons côtés. Moi, je suis pour la famille. Je suis pour qu'on ait des liens forts. Mais je suis pour qu'on puisse s'en libérer. Et est-ce qu'on ne va pas vers une... Donc là, je pense que tu vas être pas d'accord. Est-ce qu'on ne va pas vers finalement une autoproduction de plus en plus avec la technologie, avec le transfert, l'arrivée... Par exemple, j'ai une amie qui travaille au CNRS à Toulouse. Elle travaille dans la section robotique et intelligence artificielle. Bon, moi, je suis souvent ensemble. La dernière fois qu'on s'est vu, on discute souvent sur une base inconditionnelle. Et la dernière fois qu'on a discuté, elle me disait, mais parce que je parlais de l'automatisation des systèmes de production, elle m'a dit, mais attends, mais c'est rien. Là, ce qu'on est en train de vous préparer, c'est encore d'une autre nature. Oui. C'est les petits personnages, comme on voit dans les trucs. Le do-it-yourself, ça a vraiment le vent en poupe. Et avec les imprimantes 3D, surtout, les Fab Labs, tout ça, ça va se généraliser. Est-ce qu'on ne va pas vers une autoproduction, du coup ? Mais si, mais moi, je ne suis pas contre. Je dis que ça ne suffit pas. Et je suis d'accord. Le travail autonome qui est reconnu, y compris monétairement, mais pas forcément si c'est logiciel libre, machin, mais le travail autonome est plus important que l'autoproduction qui va prendre plus d'importance. Mais justement, tu ne penses pas qu'alors, parce que moi c'est l'analyse que je fais, moi je pense que dans les années à venir, la sphère de l'activité marchande, c'est-à-dire produire pour un tiers, va baisser en nombre de salariés pour se confiner à des productions qui vont ensuite servir à des communautés beaucoup plus petites pour se développer en termes d'autoproduction. J'ai l'impression qu'on va assister à une sorte d'internalisation de la société marchande. Si on parle de l'industrie, oui, mais il y a tous les services à la personne et tout ça qui n'ont rien à voir avec ça. Oui, mais les services à la personne, ils pourront être faits localement. Il n'y aura pas beaucoup, il n'y aura pas besoin. Ah ben on est d'accord. Donc on va vers une relocalisation de la production, avec derrière un appareil de production localisé et dont les personnes auront choisi l'activité. Mais l'autoproduction, il y en aura plus, forcément, il y a tous les instruments pour ça. Sauf que moi, c'est pas ça que je trouve le plus intéressant. Il y en a pour qui c'est la seule chose intéressante, et pour Gors, entre autres. Et moi, ça m'a jamais semblé extraordinaire de faire un truc pour soi. C'est bien, on est content. Mais... disons qu'à partir du moment où on devient autonome par rapport à son logement, par rapport à sa nourriture, par rapport à, on va dire, ses besoins fondamentaux,
enfin moi c'est ce à quoi j'aspire, la relation qu'on peut avoir avec les autres devient une relation choisie. Elle est plus subie, c'est-à-dire que dans la mesure où tous les deux on ne dépend pas l'un de l'autre pour se nourrir et exister, si je suis avec toi c'est parce que je le choisis. Tu vois, et là du coup on rentre dans des relations vachement plus durables, entre guillemets. Enfin durables à savoir parce que elles peuvent s'arrêter, mais c'est des relations vachement plus saines. Je trouve que le fait de ne plus dépendre de toi pour manger et le fait que je reste avec toi, ça me paraît une relation vachement saine. Oui, mais enfin, c'est pas de l'autoproduction. Comment ça, c'est pas de l'autoproduction? C'est pas de l'autoproduction. C'est-à-dire, vas-y, comment ça, c'est pas de l'autoproduction? C'est pas du do it yourself. Si on discute ensemble, ça n'a rien à voir avec. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Non, mais je parlais vraiment de l'activité marchande, c'est-à-dire produire des biens et services pour se loger, se nourrir, se vêtir, etc. Si je suis capable de le faire par moi-même, ma relation avec toi va complètement changer. Oui, mais par exemple, si je suis malade et que tu dois t'occuper de moi tous les jours, il vaut quand même mieux que tu aies une rémunération pour ça, quoi. Voilà, si c'est 5 minutes, si on se voit là une après-midi, pas de problème. On peut être très généreux sur des courts termes, etc. Mais si c'est vraiment très lourd, très prenant, il faut qu'il y ait une compensation. Oui, c'est là où Mais on même rentre dans pour la le relation, travail. y compris pour la relation. Parce que c'est pas vrai que les relations humaines sont si extraordinaires que moins de liens, moins de biens, plus de liens. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je dis les relations sociales sont difficiles. Moi, j'aime bien être tout seul. C'est bien que je trouve que avant, j'étais dans des communautés et tout. Je croyais le contraire. Mais bon, je trouve que c'est pas si simple les relations humaines. Et c'est pour ça que la monnaie, moi, je trouve tranche le lien. Voilà, je trouve pas ça si mal pour être quitte, pour avoir de la réciprocité. Il faut être quitte de temps en temps quand même. On peut avoir des dettes avec des gens et tout, mais il faut pas que ce soit trop lourd non plus, quoi. On va peut-être finir. Voilà. Peut-être c'est que un deux mots, peut-être qu'est-ce que ça a changé là, chamboulé, qu'est-ce que tu as appris par rapport à ta position Par rapport à Jean, j'ai mieux compris le revenu garanti. Ça, c'est clair. Je ne l'avais pas du tout vu comme ça, en fait. En même temps, je continue à penser qu'on est très très proches. Enfin, je ne vois pas trop de différence dans le fond, plutôt. De stratégie plutôt. Je vois ça comme ça. De temporalité. Ouais, c'est ça. Mais le fond est le même. D'analyse de la situation aussi, quand même. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que les solutions défendues par le revenu de base puissent aboutir dans un temps raisonnable. Par contre, je trouve bien que rentrant dans le débat public et les gens en discutant, ça rentre dans les esprits, ça me semble nécessaire. Mais ça me semblerait contre-productif que dans l'esprit des gens, ça soit trop déconnecté de la production. Parce que je pense que ce n'est pas généralisable. Il faut que ça soit possible, mais il ne faut pas que ça soit dit comme étant le principe général. Mais justement, alors là, tu vois, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un problème de stratégie politique. C'est-à-dire, justement, moi, ce que je dis souvent dans le revenu de base, c'est que je ne veux pas en faire une super allocation, moi. Je pense que le revenu de base, c'est un concept, c'est une mesure au moins aussi puissante que le fait d'avoir donné le droit de vote aux bourgeois, si tu veux. C'est-à-dire qu'entre l'ancien régime et son fonctionnement et la social-démocratie, il y aura à mon avis autant de différences qu'entre la social-démocratie et qu'une société dont la base, dont le fonctionnement fonctionnera sur un revenu de base. Il n'y a pas de commune mesure, quoi. Oui, mais il ne faut pas en rester qu'au niveau moral, il faut vraiment porter ça sur le niveau d'un nouveau mode de production lié au numérique. C'est pour ça que derrière, on explique la notion de temps choisi, la notion de fluctuation de l'activité. Il y a beaucoup qui disent qu'il n'y aura plus de travail, que de moins en moins. Que les robots vont faire tout le travail. Les robots vont faire plein de choses. Les robots. Moi, je crois aux robots partout, je crois aux